Merci Madame la Présidente. Effectivement, cet article 9 bis fait partie des points d'opposition que nous avons avec ce texte, où par ailleurs nous avons voté des amendements que nous considérions utiles, puisque l'absence de reconnaissance de culpabilité est un véritable problème. Cette convention n'est pas inscrite au casier judiciaire et permettra donc à des sociétés responsables de fraude de grande ampleur de conserver tous les bénéfices de l'innocence. Elles échapperaient aux conséquences importantes d'une condamnation, par exemple l'impossibilité de répondre aux appels d'offres des marchés publics, ça a été dit par notre collègue. Et l'utilisation de la transaction résulte d'une conception économique de la justice et son utilisation pour des faits de fraude fiscale paraît inquiétante. Je voudrais quand même rappeler, et ça a été évoqué, le cas d'HSBC en novembre 2017 qui a accepté de payer 300 millions d'euros pour échapper à un procès pour blanchiment de fraude fiscale au terme de la CJIP. Il était reproché à l'établissement d'avoir prospecté en 2006 et 2007 des contribuables en France et d'avoir permis à ses clients de dissimuler des avoirs au fisc d'un montant de 1,6 milliard d'euros. On ne peut que regretter que l'amende supportée par HSBC demeure faible au regard des montants dissimulés et des impôts éludés et que cette banque n'ait pas été reconnue coupable de ces faits. De même, au terme de la CJIP signée le 24 mai, la Société Générale accepte de payer une amende de 250 millions d'euros au Trésor public dans le dossier libyen. Dans un communiqué, la banque indique qu'elle avait accepté de payer un montant d'environ 1,3 milliard d'euros, de dollars au Doge et à la CFTC et au PNF, mais que, je cite, ce montant est particulièrement couvert par la provision inscrite dans le compte de la banque qui a été allouée à 2 litiges. Ces versements n'auront donc pas d'impact sur les résultats de la Société Générale. Ces accords, je cite encore, permettent ainsi aussi de clôturer l'enquête ouverte pour les mêmes faits par le PNF concernant des infractions aux lois anticorruption françaises, le dossier libyen. Au regard de ce communiqué, il apparaît que les amendes n'ont pas un caractère réellement dissuasif et qu'un procès aurait permis de mieux connaître les détails de cette affaire et de mieux approcher la réalité du préjudice. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous nous opposons à cet article 9 bis. Oui, merci Madame la Présidente. Donc au-delà de la manœuvre grossière qui vient d'être effectuée par la majorité, je voudrais faire un rappel au règlement en vertu de l'article 58-1 pour la bonne tenue des débats et notamment leur sincérité. Nous souhaiterions avoir une explication de Monsieur le ministre Darmanin concernant cet article 9 bis, puisqu'il se trouve que ce même ministre s'était opposé à l'amendement présenté au Sénat et avait très brillamment, pour une fois, expliqué les raisons de son opposition. Il avait expliqué que la nouvelle extension au fait de fraude fiscale emporte 2 conséquences. D'une part, elle permet de contourner le verrou puisqu'il s'agit d'une forme de transaction judiciaire qui ne constitue pas une poursuite. D'autre part, en l'absence de jugement de condamnation, la répression pénale est susceptible de perdre toute sa spécificité puisqu'elle se rapprocherait du mode de règlement transactionnel effectué par l'administration fiscale. Il pourrait être alors paradoxal de vouloir que l'autorité judiciaire puisse se saisir du dossier de fraude fiscale si c'est pour lui réserver par ailleurs un traitement similaire à celui qui est mis en œuvre par l'administration. Je vous renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure et à celui que nous aurons, je l'imagine, en fin de discussion. Pour toutes ces raisons, le gouvernement émet un avis favorable sur ces 2 amendements qui tendent à la suppression de cette mesure. Donc nous avons donc un ministre qui, au Sénat, a approuvé la suppression du même amendement qui a été présenté ce soir, alors que le ministre, ce soir, s'y est opposé. Il nous semble, si nous voulons croire un tant soit peu à toutes les bonnes intentions qui sont présentées par les collègues de la majorité, et je pense que nous avons joué le jeu, encore une fois, en appuyant des amendements que nous pensions positifs et en vous prenant au mot sur les intentions de ce projet de loi. Nous aimerions donc la présence de M. Darmanin, ou alors M. Dussopt pourra peut-être nous expliquer et argumenter ce volte-face en un mois. Que s'est-il passé? Quelles sont les raisons? Mais nous insistons, y compris par respect pour ce Parlement, que M. Darmanin revienne nous expliquer son volte-face. Merci Madame la Présidente. Donc dans la lignée des 2 interventions précédentes, c'est un amendement qui a pour objectif de redéfinir des critères pertinents afin d'établir une liste des États et territoires non coopératifs correspondant aux pratiques fiscales réelles de ces États. Cet amendement s'appuie notamment sur les recommandations de l'ONG Oxfam en la matière. En effet, ça a été dit par nos collègues, la simple transposition de la liste européenne des paradis fiscaux ne s'attaquera pas aux pratiques d'évasion fiscale, puisque cette liste ne comporte plus que 7 États dans aucun paradis fiscal notoire. Associé aux sanctions pertinentes prévues par le droit français, le dispositif que nous proposons constituerait à l'inverse une avancée majeure dans la lutte contre les pratiques de fraude et d'évasion. Les critères proposés reposent sur la transparence fiscale, les normes BEPC
TPS et l'absence de mise en place d'un régime fiscal dommageable conformément aux préconisations du Conseil de l'Union européenne et de l'OCDE. Cela permettra d'intégrer à cette liste française un certain nombre d'États que l'on devrait considérer comme des paradis fiscaux, mais qui actuellement ne sont pas dans la liste. Rappelons que ces pratiques qui existent également au sein même de l'Union européenne, avec l'exemple par exemple en 2014 d'Apple qui a payé 0,05% d'impôt sur ses bénéfices du fait de sa domiciliation en Irlande, sont donc un problème non seulement français mais européen. Cela a été dit, le scandale des LuxLeaks a révélé que 340 entreprises ont passé des accords fiscaux secrets avec le Luxembourg pour payer un taux d'imposition dérisoire. Élargir cette liste des paradis fiscaux aura des conséquences bien précises. Selon Oxfam, donc, les entreprises du CAC 40 possèdent actuellement 1450 filiales dans les paradis fiscaux. Seulement 10 d'entre elles se trouvent dans l'un des paradis fiscaux identifiés comme tels dans les listes françaises et européennes. En élargissant cette liste, l'ensemble des 1450 filiales pourrait être sanctionné. En outre, cet amendement renforce le poids du Parlement, lui permettant de débattre sur l'application effective des critères et sur cette liste, sur la base d'un rapport remis par le gouvernement. Enfin, c'est un amendement qui prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des pays reconnus comme les moins avancés. Merci. Il nous semble que c'est donc un amendement de bon sens qui devrait recevoir votre approbation. Madame la Présidente, parce que je pense qu'on ne peut pas faire une critique sérieuse de ce type d'amendement en expliquant qu'on serait simplement dans le symbole, étant donné les nombreux amendements qui ont été présentés, y compris à chaque fois en essayant de trouver des compromis, en revoyant à la baisse les propositions, très concrètement, qui ont été faits. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse arguer d'une forme de célébration de l'impuissance, parce que c'est justement tout le contraire. Nous sommes ici en Assemblée nationale, nous faisons la loi et nous proposons de donner des moyens au gouvernement d'avoir du lourd, justement, dans sa besace quand il ira négocier à l'international. Et par contre, ce qui est dit là, et M. Bourlange, encore une fois, je pense que vous vous en rendez compte quand même, quand vous expliquez qu'en fait, on ne peut rien faire, qu'il faut l'unanimité, et si on n'a pas l'unanimité en Europe, on ne peut rien faire. C'est ce que vous avez dit, M. Bourlange. Et c'est pareil au niveau... international, vous consacrez l'impuissance. Par contre, là où vous avez raison, et je pense que vous connaissez un peu mieux ce que les uns et les autres ont défendu pour ne pas nous faire ce reproche-là, c'est de ne pas voir le problème institutionnel. C'est précisément ce que nous disons, qu'il faut remettre en cause un certain nombre des institutions, et cette bataille que nous menons, et vous le savez qu'on l'a menée au Parlement européen, on le mène aussi avec nos collègues du bloc de gauche au Portugal et de Podemos en Espagne, avec lesquels nous avons mené une campagne sur la question de la fraude et l'évasion fiscale. Donc vous voyez bien que ce n'est pas simplement une question de symbole, mais aussi d'action concrète, et que nous mettons sur la table des propositions qui nous semblent aller dans le bon sens, y compris pour faire en sorte qu'au niveau européen, on n'en soit pas simplement dans la célébration et les vœux pieux, mais qu'on soit effectivement dans l'action. Il s'agit dans ce texte-ci de lutter contre la fraude, notamment la fraude fiscale. Et il nous semble qu'un certain nombre de dispositions de la loi secret des affaires contribuaient, et cela a été y compris dénoncé par de nombreuses associations, à permettre ce type de comportement de la part d'entreprises. Donc il nous semble donc opportun de les redéposer ici. Donc, dans cet amendement, nous voulons favoriser la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte, précisant que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale font partie des intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible. On ne peut pas vouloir sérieusement lutter contre la fraude fiscale et dans le même temps faire du secret des affaires une valeur absolue à protéger à tout prix. Nous voulons prévenir les effets nocifs pour l'intérêt général d'une protection trop large du dit secret des affaires. L'objectif est donc d'étoffer la liste des intérêts publics légitimes justifiant de déroger à la protection. Ce n'est pas un amendement anodin. Il permettrait de protéger des lanceurs et lanceuses d'alerte en matière fiscale, et ça aurait été le cas par exemple de Raphaël Allais, qui a participé à mettre en lumière la mafia fiscale organisée par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers pour des centaines de multinationales avec l'assentiment du Luxembourg. C'est un amendement aussi qui aurait pu servir à protéger Antoine Deltour, qui a été l'artisan des LuxLeaks et qui a aussi été condamné par la justice. Donc vous voyez bien que c'est tout à fait pertinent de le proposer dans ce projet de loi. Il faut prendre des mesures qui, au contraire de ce qui est le cas aujourd'hui, encourage les citoyens et citoyennes à participer à la mise à jour d'entreprises criminelles de fraude et d'évasion. C'est le sens de notre proposition.
Cet amendement vise à permettre à la France de contrecarrer les schémas d'évasion fiscale pratiqués par les multinationales du numérique en renforçant le contrôle effectué sur les entreprises non résidentes ayant une activité économique numérique continue sur le territoire national. Le principe est simple, il impose une taxation de 10% du chiffre d'affaires des entreprises non résidentes ayant pourtant une activité économique marquée en France. La suppression des barrières douanières au sein de l'UE, l'absence d'harmonisation des politiques et des procédures de contrôle, mais également les délocalisations des entreprises et des individus constituent un facteur de développement pandémique de l'évitement des obligations fiscales. Le développement de l'économie immatérielle a participé du fléau que représente l'optimisation. L'Union européenne aurait perdu 5,4 milliards d'euros de revenus fiscaux de Google et Facebook entre 2013 et 2015. Et selon la Commission, les GAFA paient moitié moins d'impôts que les autres entreprises traditionnelles. Il est donc crucial de mettre un terme à ces pratiques. Cette proposition s'inspire des recommandations de la mission d'information sur l'optimisation et l'évasion fiscale et s'appuie également sur la proposition du ministre Bruno Le Maire qui souhaitait mettre en place une taxation européenne de 3% du chiffre d'affaires des géants du numérique. Le taux de 3% nous apparaissant trop faible, les traités européens imposant qu'une réforme fiscale soit adoptée à l'unanimité et cela ayant très peu de chances d'arriver, nous pensons que l'urgence demande que nous prenions des mesures et que la France montre l'exemple. Rappelons que les recettes que l'UE perd à cause de l'évasion fiscale des multinationales sont équivalentes à la moitié des dépenses publiques européennes pour l'enseignement supérieur et qu'en prenant cette mesure, nous donnerions y compris l'exemple à d'autres États qui pourraient s'en inspirer pour que petit à petit ce système se répande. Manière. Sur ces sujets-là, vous savez que ce sont des travaux qui se mènent aujourd'hui à l'OCDE, notamment sur la présence numérique, et à l'Union européenne. Alors la Commission a des projets en cours. On a le projet de taxation du chiffre d'affaires, qui est un projet, comme l'a rappelé Madame Peyrol, que nous estimons être provisoire, puisque le but, c'est quand même d'arriver à rattacher un résultat taxable en Europe. Il y a le projet assiette consolidée à l'impôt sur les sociétés. Il y a les projets qui sont poussés par les parlementaires européens, notamment Monsieur Lamassoure, sur d'autres modalités de taxation de la présence numérique ou de rattacher un établissement stable numérique en fonction de la collecte de données. Donc, il me semble que ce sont les bons niveaux de négociation, je vous le redis, c'est à l'OCDE et à l'Union européenne qu'on arrivera à résoudre ce problème. C'est donc un avis défavorable. Je pense que le travail que nous avons fait consistait à essayer de trouver un dispositif pour avancer dans cette volonté qui semble être la vôtre de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ce que vous avez répété à nouveau, c'est qu'il y a des projets à nouveau de l'OCDE, de l'Union européenne, ce qu'on entend depuis des décennies. Nous vous proposons des choses très concrètes, non pas de gaieté de cœur, comme vous disiez tout à l'heure, mais gravement parce que nous pensons que le niveau, et je l'ai déjà dit, je le répète, de la fraude et l'évasion fiscale nécessite de prendre des mesures. Donc je pense que par rapport à votre critique de l'écriture, vous pourriez très bien, et vous auriez pu, y compris apporter des précisions, et nous serions très heureux et très heureuses d'en connaître les détails, mais en vérité, vous renvoyez encore l'action et du coup la responsabilité à d'autres, alors que pour le coup, vous avez voulu faire un projet de loi sur la fraude et nous donner soi-disant les moyens d'intervenir et d'agir ici et maintenant. Et en vérité, vous prouvez encore une fois que vous n'avez aucunement l'intention de mener à bien ce que vous prétendez vouloir faire. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Cet amendement vise à rendre les enseignes qui usent des mécanismes d'optimisation fiscale redevables de leurs obligations. C'est notamment par ces mécanismes fiscaux agressifs que l'enseigne McDonald's organise un système d'affaiblissement des bénéfices de certaines de ses filiales au profit d'autres, dans le but d'échapper à l'impôt sur les sociétés françaises et de ne pas redistribuer ces bénéfices aux salariés qui œuvrent pour son activité. McDonald's procède d'un système de franchise et devient finalement un simple loueur de surface. Les salariés se retrouvent donc avec des droits différents selon les filiales. Et ce mécanisme contraint la répartition équitable des bénéfices au profit de tous les salariés.
McDonald's a développé ce système de franchise au niveau européen et à l'international. En France, ces franchises représentent 80% de ses restaurants. Cela lui permet d'échapper en grande partie à l'impôt sur les sociétés en imposant des redevances particulièrement élevées à ses restaurants français. Cette enseigne leur permet de déclarer des bénéfices très faibles. Les redevances vont alors gonfler ces bénéfices de la société mère installée au Luxembourg, là où l'impôt sur les sociétés est bien plus faible. Pour éviter cela, nous proposons que le fisc français puisse s'intéresser au ratio chiffre d'affaires français, chiffre d'affaires mondial d'entreprises comme McDonald's, et puisse le comparer au ratio bénéfice français, bénéfice mondial. Dès lors, si ces ratios sont manifestement décorrélés, nous proposons que l'administration fiscale puisse recalculer ces bénéfices réels de l'entreprise en France. Par exemple, si une entreprise réalise 10% de son chiffre d'affaires mondial en France, il faudrait qu'elle déclare environ 10% de ses bénéfices mondiaux en France. C'est une solution qui s'inspire de la proposition de l'économiste Gabriel Zucman et devrait nous permettre de lutter efficacement contre ces transferts de bénéfices dont usent de nombreuses multinationales. Des mécanismes de ce type peuvent exister, notamment en matière de contrôle des prix de transfert. Donc parfois, on peut utiliser des clés de répartition du résultat de ce type-là, mais en revanche, fonder un impôt uniquement basé sur la part du chiffre d'affaires français dans le chiffre d'affaires mondial, visiblement est contraire, comme je viens de vous le dire, aux conventions fiscales. Donc c'est pourquoi d'ailleurs la mission d'information sur l'évasion fiscale a expressément écarté ce type d'impôt forfaitaire. C'est donc un avis défavorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas... Que nous avions déjà déposé en fait, lors des débats sur la loi secret des affaires. Nous voulons exclure du champ du secret des affaires toutes les informations liées aux manœuvres d'optimisation fiscale et plus généralement toutes celles qui permettraient d'établir une fraude fiscale. Nous redéposons aujourd'hui cet amendement parce que, nous le rappelons, la directive qui était transposée lors de ces débats laisse la marge de manœuvre aux États membres sur cette question. On ne peut pas, de notre point de vue, sous couvert de protéger le secret des affaires, donner de nouveaux moyens de dissimulation de la fraude fiscale. Et la formulation de notre amendement permet tout de même une protection suffisante des données fiscales en général, il respecte en effet le marché concurrentiel. Rappelons le niveau de la fraude fiscale qui coûterait entre 80 et 100 milliards à l'État cette année, selon un rapport dévoilé par Marianne, c'est 100 milliards, 12,5 plans pauvreté financés. Il nous faut prendre toutes ces mesures. L'amendement que nous proposons contribue et peut faire consensus, nous le pensons, et nous vous appelons donc à voter en faveur de cet amendement.